Bonsoir les amis. Avant d'attaquer ce dernier numéro de la saison, je voudrais partager avec vous mes interrogations au sujet des Femen. Vous savez que 3 militantes de cette organisation, dont 2 françaises, ont été condamnées en Tunisie à 4 mois de prison ferme pour avoir exhibé leur nichon en public à Tunis. 4 mois de tôle pour 3 paires de lolos, je vous concède que c'est cher payé. Mais moi j'avoue que je ne comprends pas bien où ces féministes hystériques veulent en venir. Nous avons missionné le Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes, qui a été missionné par Emmanuel Macron directement, pour proposer un bouquet des meilleures lois pour les femmes partout dans le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes venus en fait célébrer un double événement, le départ du pape dans un premier temps, et ensuite le jour de l'adoption, on l'espère, de la loi pour le mariage pour tous. On est là effectivement pour provoquer une réaction. Ina Shevchenko, leaduse des Femen, cette mouvance féministe composée de femmes hystériques à moitié urinant, déféquant et hurlant dans des lieux publics ou de culte, s'est vue être nommée avec l'aide de Marlène Schiappa au Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes au G7. Qui se ressemblent s'assemblent. Visiblement, celle qui prétendait craindre l'ingérence de puissances étrangères au début du mouvement des Gilets jaunes n'est pas dérangée par le fait d'épauler une organisation ukrainienne et de surcroît financée par des réseaux troubles comme ceux de l'intrépide George Soros. Moi, la seule chose que je pense, c'est qu'il faut être respectueux des lieux et des uns et des autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous exerçons notre droit au blasphème et à la contestation de la religion dans notre pays, nous y avons droit. C'est toujours pas terminé la querelle entre la France et le Brésil. On en parlait hier ici même avec l'ambassadeur du Brésil. Le ton est toujours bien haut et le langage bien peu diplomatique entre le président brésilien et le président français. Comment en est-on arrivé là? Où en est-on? Expliquez-nous autrement. Nicolas Poincaré. Un fan de Bolsonaro a publié ce message que vous voyez sur les réseaux sociaux pour comparer le physique de Brigitte Macron avec celui de la femme de Jair Bolsonaro. Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro. Le souci, c'est que le président brésilien a répondu à ce message par une phrase qui était écrite en brésilien juste en dessous, qu'on pourrait traduire par ne l'humilie pas, mec, avec un petit fou rire derrière. Alors je peux vous dire que Manu, il y a un truc qu'il ne supporte pas, évidemment, c'est qu'on manque de respect à sa princesse. Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Qu'ils tiennent des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. La réaction est explosive. Vous avez entendu, ministre de l'économie? Oui, qui ce matin a dit que la plupart des femmes de la société GAD étaient des illettrés. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs, que toutes les femmes ici savent lire et écrire. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an. Voilà, ça sont des réformes du quotidien. Et ça sont des réformes qui créent de la mobilité, de l'activité. On se sent bafoué, on se sent diminué. Il nous prend pour qui? Faut pas qu'il oublie que s'il y a des impôts, c'est quand même grâce aux salariés moyens c'est le salarié moyen qui paye le plus d'impôts. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. On peut plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Le président français, il a saisi l'occasion du G7. C'était une des dernières occasions qui lui permettait de rebondir après le trou d'air des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes qui a eu un impact mondial. Et il a saisi l'opportunité avec une certaine réussite. Ce que je défendrai en votre nom durant ces 2 jours. D'abord, je crois que ce que légitimement vous attendez de nous, tous, c'est de pouvoir assurer la stabilité, la sécurité, protéger la paix dans le monde. Vous savez qu'il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. Et d'après nos calculs, je crois qu'il y a 11 personnes qui sont mortes. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été blessées. Il y a notamment des policiers qui ont été blessés. Nous ne voudrions pas que de tels événements se déroulent dans la capitale russe. Revenons donc à ce G7.
Est-ce que vous diriez, Christine Ockrent, vous en avez certainement suivi, Éric Heyer, est-ce que vous diriez que c'est un G7 qui peut rester d'une certaine façon dans l'histoire parce qu'en tout cas, il était extrêmement actif, extrêmement mouvementé, avec des rebondissements, des coups de théâtre. Est-ce que c'était de la mise en scène? Est-ce que c'était important? Écoutez, c'est en tout cas un triomphe pour le président de la République. Carrément. Qu'est-ce que c'est qu'un sommet du G7? C'est une succession de ce que les Américains appellent des photo ops. Donc des opportunités de photos où chacun fait un grand sourire et fait semblant d'avoir tout résolu avec son voisin. Pour qu'il y ait théâtre, il faut un regardant et un regardé. C'est-à-dire au moins un comédien ou une comédienne et au moins un spectateur ou une spectatrice. Là, il y a eu véritablement, je crois, sur le plan diplomatique, des avancées. Encore une fois, les solutions miracles ne sont pas du ressort de la diplomatie. Vos ambitions écologiques pour ce G7, est-ce que c'est votre réponse au mouvement des lycéens pour le climat? C'est pas simplement ma réponse, mais c'est vrai que le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui continue, moi, m'a fait réfléchir. J'avais des convictions, j'ai changé d'ailleurs ces derniers mois. Emmanuel Macron, c'est pas forcément un écologiste dans l'âme, hein. Il a verdi son programme en cours de route. Ce n'est qu'au mois de février qu'il a commencé à avoir des propositions précises, notamment parce qu'il s'est rendu compte que c'était un point faible par rapport à certains autres candidats, comme Benoît Hamon, qui en avait fait une priorité. Et donc ses équipes de campagne lui ont dit il va falloir muscler tout ça. Macron sur l'écologie, le mec, il te fait des pamphlets en mode, t'as l'impression que le gars, il est là, genre, il est en mode grand défenseur de l'écologie. Je sais pas si tu te souviens, à un moment, il avait repris, tu sais, le slogan de Donald Trump. Make our planet great again. Rendons notre planète meilleure, il faut lutter pour le climat, la COP21, tout ça. Actes, ils sont au total opposé, tu vois. Et moi, ça m'énerve, les gens qui te disent « Non mais c'est bon, au moins Macron, il véhicule un discours écolo. » Un discours écolo si derrière, tu l'appliques pas en fait. Depuis 1995, il y a eu pas moins de 17 ministres de l'écologie, avec parfois des durées très très courtes. Certains sont restés à peine un mois. Ce ministère maudit, oui, tous les ministres de l'écologie en parlent. La puissance des lobbies, la difficulté à faire passer les mesures. Dès les années 70, le premier ministre de l'écologie, qui s'appelait Robert Poujade, qui était le ministre de l'écologie sous Pompidou et qui avait été remercié au bout d'un an, dénonçait déjà cet état de fait. Il avait écrit un livre qui s'appelait Le ministère de l'impossible. Et déjà, à l'époque, il dénonçait le manque de moyens et le manque d'ambition accordé à ce ministère. Comment pouvez-vous à la fois soutenir les mouvements des jeunes tels que les marches pour le climat et puis en même temps permettre la ratification d'accords comme celui du CETA qui est une catastrophe pour l'environnement? Moi je me demandais si c'était pas des politiques qui étaient en fait un peu antagonistes. Ben non, pas du tout, parce que qu'est-ce que c'est le CETA? Le CETA, c'est un accord entre l'Union européenne et le Canada. Alors, il faut que vous compreniez que tout ça a commencé dans le début des années 2000, la fin du siècle précédent, quand ils avaient pensé faire un monde unifié par des règles commerciales communes, et que tout ça s'est cassé la figure dans la négociation de l'Organisation mondiale du commerce qui venait d'être créée. Donc, ils se sont dit, puisqu'on n'y arrive pas d'un seul coup, on va faire des accords sectoriels. Et puis, de cette façon-là, ça finira par faire un seul marché unique mondial. Voilà. C'est l'accord sur le Canada, c'est dans ce cadre qu'il intervient. Ce qu'on a fait depuis maintenant 2 ans, parce que quand je suis arrivé, l'accord était déjà signé. On l'a largement amélioré. On a ajouté ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde. Si ça commence à mal aller pour un secteur économique ou sur les sujets climatiques, on peut le stopper. On a mis en place une expertise indépendante, faite par des scientifiques, et elle dément ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas un accord qui est mauvais pour le climat. Troisième chose, nous avons installé, et on a convaincu les Canadiens de l'accepter, ce qu'on appelle un veto climatique. S'il est montré dans l'évolution de l'accord, c'est-à-dire en l'appliquant, qu'il y a quelque chose qui est mauvais pour le climat, on peut le stopper. Le veto climatique, c'est bidon totalement. C'est-à-dire que ça ne vous empêchera pas, si vous avez prévu de doper vos bêtes aux antibiotiques, si tout d'un coup l'UE refuse, eh bien vous allez dire, écoutez, voilà, j'estime que j'ai pas fait de gain à cause de ça, et vous allez attaquer. C'est n'importe quoi. On permettra à des entreprises, des grands groupes, de faire des procès à tire-larigot à l'UE, ou au pays, pour récupérer de l'argent. Je comprends pas que des gens à peu près sensés puissent voter sur des choses comme ça. Aujourd'hui a lieu le vote de ratification du traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Est-ce que beaucoup de députés
Certains disent que c'est un paradoxe que vous veniez ce jour où ce vote a lieu. Est-ce que ça vous pose problème d'être là ce jour-là? Honestly, I don't care what day I'm here. Très honnêtement, peu m'importe le jour. Je n'ai aucune opinion par rapport à ce vote. Amnesty International lui décerne son prix le plus prestigieux, ambassadeur de la conscience, donc le même truc qu'ils avaient donné à Mandela. Hein. Déjà, attends, alors ça c'est énorme. Hein. Ambassadeur de la conscience. Oui, oui. Donc la meuf... Non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça signifie quoi? Mais après, ce qui me fout les boules, c'est de voir un mec comme Mandela, qui s'est battu pour ses idées, qui a fini en prison pendant quasiment toute sa vie, et qui reçoit le même prix, et elle qui reçoit le même prix qu'un mec comme ça, alors qu'elle a 16 ans. La meuf, est-ce qu'elle a déjà donné, ne serait-ce qu'un bout de pain à un mec qui a faim? Qu'est-ce qu'elle a fait, quoi, concrètement? Mais Obat, il faut comprendre. Je veux dire, sécher les cours, c'est comparable à s'échapper de la Corée du Nord. Tu vois, tu te rends pas compte des risques qu'elle entreprend en faisant ça. Je veux dire, là, elle a décidé que pendant 1 an, elle n'irait pas en cours. Wow. Elle risque de ne pas passer son bac. Et moi, quand je faisais ça, on me collait pendant 4 heures. Waouh. Demain, ce sera le jour du dépassement. Ça veut dire que nous aurons consommé la totalité des ressources naturelles que la planète est capable de régénérer en l'espace d'1 an. Ça veut dire aussi que si tout le monde vivait comme nous, les Européens, mais il faudrait 3 planètes. Et donc ce que nous voulons faire avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est agir concrètement, c'est vous donner les moyens de faire plus pour réaliser la transition écologique dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, je viens vous parler du projet de Montagne d'Or en Guyane. Ce projet, vous le savez, c'est une aberration sociale, économique et environnementale. Vous êtes gêné aux entournures parce qu'il y a un problème, Madame la Ministre. Quand on est ministre d'un gouvernement qui protège autant le capital, alors il ne sert que les intérêts financiers et les intérêts à court terme. Alors il faut une autre société qui ait une vision d'avenir, mais ça, ce n'est pas le choix de votre gouvernement. Quelques chiffres de cette montagne d'or où on attend 80 tonnes d'or en 12 ans. La fosse fera 32 fois le Stade de France. La déforestation sera immense puisque ça couvrira des hectares et notamment la piste fera 150 km pour la relier à Saint-Laurent du Maroni. Très concrètement, l'Amazonie brûle et c'est une question qui concerne le monde entier. Parce que c'est aujourd'hui une source de biodiversité, ça concerne le monde et ça concerne la France. On l'oublie souvent, le président brésilien l'oublie, la France elle est en Amazonie. La plus grande frontière extérieure de la France, c'est entre la Guyane et le Brésil. Donc nous sommes là-bas. On aura besoin pour cette mine d'or d'utiliser 470 000 litres d'eau par heure quand une famille guyanaise en consomme 80 000 litres par an. Il faudra aussi 10 tonnes d'explosifs, 10 tonnes de cyanure par jour. Et enfin, cette mine produira 80 000 tonnes de déchets miniers par jour. Et vous le savez, les risques environnementaux sont très grands dans cette zone où la biodiversité est immense et où ce projet est au milieu de 15 montagnes sacrées très chères aux peuples, notamment autochtones. Vous avez ici un industriel de rang mondial, exemplaire, qui sur le plan scientifique, environnemental, social, se comporte de la meilleure façon, fait des investissements et est prêt à aller au bout. La montagne d'or et ses promesses, dans un territoire où l'économie est en faillite, où le taux de chômage est à plus de 20%, l'annonce des emplois créés avec l'exploitation de cette mine d'or séduit le patronat et les élus guyanais. Donc nous sommes venus aujourd'hui nombreux pour défendre notre droit à saccager la planète. Mais le projet du consortium international russo-canadien a aussi ses opposants. Et ils sont nombreux. Le collectif Hors de Question et les organisations amérindiennes de Guyane dénoncent un projet catastrophique pour l'environnement. La déforestation de plus de 1500 hectares de forêt tropicale et l'utilisation massive du cyanure. On voit bien qu'à Cayenne, comme à Saint-Laurent, le peuple est contre ce projet. On va utiliser tous les moyens
toutes les méthodes, toutes les ressources que nous avons à notre disposition pour stopper ce projet. Hoje eu vejo assim, muito triste o desmatamento, né? Daqui uns 40 anos nós vamos estar brigando, o branco vai estar brigando por água, porque não preserva. Pour les Manoki, les responsables sont les agriculteurs et les éleveurs qui déboisent. Des pratiques favorisées par Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite encourage le développement de l'agriculture et de l'exploitation minière, et ce, même sur les terres indigènes. Alors vous l'avez bien compris, calendrier politique oblige, après s'être ramassé des mois et des mois de furie à gilets jaunes et contrarié de ne pas avoir fini premier aux européennes, Emmanuel Macron et sa clique se gardent bien de reprendre leurs activités de déforestation en Guyane sous l'égide de ce fameux projet Montagne d'Or. L'heure est à enfiler son déguisement d'écologiste, il ne faut surtout pas faire de vagues, ne pas hésiter à s'ériger en sauveur de l'humanité lors de ce fameux G7 sauce Jet Set, profiter du délire d'un Bolsonaro en furie pour s'attirer la compassion de ses adversaires et surtout faire oublier qu'ils avaient eux-mêmes pour projet de déforester une partie de cette même Amazonie que le monde entier est en train de pleurer actuellement. Alors, pendant ce temps-là, les médias font très bien leur boulot, ça filme les indigènes du Brésil en se gardant bien d'interviewer ceux de Guyane qui sont sur leur garde, sachant très bien que leur tour arrivera, le temps que tout se calme et soit oublié. Donc, continuez, vous qui m'écoutez, à rester endormi si vous le voulez, et à ne regarder l'actualité que sous le prisme de BFM. Mais pendant ce temps-là, moi, personnellement, je continuerai de scruter les Judas Iscariotes qui tentent tant bien que mal de se cacher. Ils sont là au milieu de nous, ils prétendent servir le pays, mais veulent le saigner. Macron et Bolsonaro, même combat. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien. C'est sur ce site Montagne d'Or, ici sous d'épais nuages de la saison des pluies, que d'autres prédateurs s'apprêtent à agir. Ceux-là ne sont pas miséreux, beaucoup s'en faut puisqu'ils sont immensément riches. Ils viennent entre autres de Grande-Bretagne, du Canada et de Russie. Tous sont addicts à l'or. Ici, au cœur de ce joyau de biodiversité, ils iront rechercher leur butin jusqu'à 400 mètres de profondeur. On l'oublie souvent, le président brésilien l'oublie, la France elle est en Amazonie.